Bonjour, aujourd'hui, on va s'attaquer à un casse-tête numérique assez fascinant. Comment des objets digitaux incroyablement complexes peuvent-ils être allégés, simplifiés, sans pour autant perdre ce qui fait leur essence? Comment c'est possible? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Regardez-moi ça. C'est quand même assez dingue, non? À gauche, on a un modèle avec presque un demi-million de polygones. C'est énorme. Et à droite, le même objet, mais avec seulement 1000 polygones. La forme de base est là, on la reconnaît, mais avec 99,7% de données en moins. Alors la question c'est, comment ce tour de magie est-il possible? C'est ça qu'on va décortiquer. Bon, avant de plonger dans la solution, il faut bien comprendre l'ampleur du problème de départ. Parce que le monde numérique d'aujourd'hui, que ce soit avec les scanners 3D ultra précis ou les logiciels de conception, il génère un véritable déluge de données. Pour que ce soit bien concret, imaginez un seul grand modèle d'ingénierie. Il peut facilement dépasser le 1,5 million de faces triangulaires. C'est juste une quantité d'informations colossale à traiter. Et toute cette montagne de données, eh bien ça crée un énorme bouchon. Ça met à genoux la puissance des processeurs, ça sature la mémoire RAM, ça fait chauffer les cartes graphiques, et ça engorge les réseaux. Le résultat, il est simple, tout rame, que ce soit les jeux vidéo ou les visualisations scientifiques. Donc, face à ce mur, les chercheurs et les développeurs se sont lancés dans une sorte de quête, trouver un moyen de simplifier ces modèles, mais de manière intelligente et surtout efficace. Parce que l'objectif, attention, c'est pas juste de supprimer des données au hasard en mode bourrin. Non. Tout l'art consiste à créer une version allégée, une approximation qui reste de très haute qualité, qui préserve la forme, tout en utilisant le moins de triangles possible. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Et là, on touche à un point crucial. Cette citation, elle dit quelque chose de fondamental. La perfection, en fait, est hors de portée. Trouver la simplification absolument parfaite, c'est un problème qu'on appelle NP difficile. C'est un jargon de matheux pour dire que c'est si complexe qu'aucun ordinateur au monde ne peut le résoudre en un temps raisonnable. Il a donc fallu trouver des astuces. Alors, comment on a fait? Faisons un petit tour des premières tentatives qui ont été développées pour essayer d'automatiser tout ça, avant d'arriver à la technique qui a tout changé. Une des premières méthodes, c'est le regroupement de sommets. L'idée est super simple en fait, on découpe l'espace en une sorte de grille, un peu comme une feuille de papier millimétrée en 3D, et tous les points qui tombent dans la même case, hop, on les fusionne en un seul. C'est rapide, c'est brutal, mais ça manque un peu de finesse. Ensuite, on a une approche un peu plus fine, la décimation de sommets. Là, le processus est plus sélectif. On va évaluer chaque point pour déterminer son importance pour la forme globale. Et puis, on supprime les moins importants, un par un, en recousant la surface à chaque fois pour pas laisser de trous. Et on arrive enfin à la technique reine, celle qui est utilisée partout aujourd'hui, la contraction itérative d'arête. Le principe est vraiment élégant. On choisit une arête entre deux points et on la fait s'effondrer sur elle-même pour ne former qu'un seul nouveau point. Et on répète cette opération des milliers, voire des millions de fois. D'accord, mais ça soulève la question essentielle. Avec des millions d'arêtes possibles, comment l'algorithme fait-il pour choisir la bonne arête à contracter à chaque étape? Comment il sait laquelle sacrifier sans défigurer complètement le modèle? Eh bien la réponse, le secret qui a tout révolutionné, ça porte un nom un peu technique, la métrique d'erreur quadratique. C'est elle, l'ingrédient magique, qui rend la simplification moderne si incroyablement performante. Alors accrochez-vous bien parce que l'idée est vraiment géniale. Il faut imaginer que chaque sommet du modèle de départ a une sorte de mémoire. Il se souvient de toutes les petites surfaces planes qu'il touchait au tout début. Et c'est là qu'intervient cet outil, la quadrique. En gros, elle utilise cette mémoire pour calculer un coût, une sorte de pénalité. On pourrait dire qu'elle mesure à quel point on va décevoir la forme originale si on bouge ce sommet. Et le but, bien sûr, c'est de minimiser cette déception à chaque étape. Ces ellipsoïdes, c'est la visualisation parfaite de cette idée d'erreur. Ils représentent une sorte de zone de sécurité, une zone de moindre déception. L'algorithme ne se contente pas de fusionner deux points au hasard, non. Il calcule la position optimale pour le nouveau point, quelque part à l'intérieur de cette zone, pour coller au mieux à la géométrie de départ. Alors, pourquoi c'est une telle révolution? Eh bien, premièrement, cette méthode mesure l'erreur de façon beaucoup plus intelligente. Deuxièmement, elle trouve la position idéale pour le nouveau point. Elle ne fait pas d'à peu près. Et surtout, elle fait tout ça de manière hyper rapide, ce qui donne au final des modèles de bien meilleure qualité que tout ce qui existait avant. Bon, assez de blabla théorique, le plus parlant, c'est de voir ce que ça donne en vrai. Et là, franchement, c'est assez bluffant. On reprend notre moule dentaire. À gauche, l'original, la bête. À droite, une version qui a déjà été massivement simplifiée, à 60 000 faces. La réduction de détail est énorme, mais la forme générale, elle, reste parfaitement claire et reconnaissable. Et maintenant, si on pousse le bouchon vraiment loin, on retrouve l'image du début, celle qui nous a posé la question,
Même avec une simplification aussi extrême, une réduction de 99,7% des données, la forme essentielle, la silhouette, est incroyablement bien préservée. C'est ça la puissance de cette méthode. Ça marche aussi super bien sur d'autres formes. Prenez ce dinosaure. La version à droite n'utilise que 0,1% des points d'origine. C'est une simplification radicale. Et pourtant, l'objet reste immédiatement identifiable. C'est fou. Et ça ne s'arrête pas aux objets artistiques. Même sur des modèles industriels monstrueux, la technique est redoutable. On passe ici de plus d'1,5 million de faces à une approximation de 80 000. C'est encore beaucoup, mais c'est assez léger pour rendre le modèle parfaitement fluide et manipulable en temps réel. Ok, c'est bien beau, mais à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Eh bien, cette technologie est absolument partout, souvent de manière invisible. C'est elle qui se cache derrière le level of detail, le fameux LOD dans les jeux vidéo, qui permet d'afficher des mondes immenses. C'est elle qui permet à des modèles 3D de se charger quasi instantanément sur une page web. Et c'est elle qui aide les scientifiques à visualiser des données beaucoup trop complexes autrement. On a donc vu comment on a appris à nettoyer le monde virtuel, à le rendre plus léger, plus efficace. Mais alors que l'on génère des ensembles de données toujours plus gigantesques, que ce soit en science, en IA ou ailleurs, la question se pose: quel sera le prochain grand défi de la simplification? La réflexion est ouverte.